Le manager est-il un Saint-Bernard ? Alors là, vous vous êtes dit, d'accord, ce podcast, elle le fait parce qu'elle est passionnée par les chiens. Elle le fait parce qu'elle ne croit pas à la solidarité et à l'aide. Ou alors, elle est convaincue que les managers sont des surhommes ou des Wonder Woman. Quelle est la bonne réponse ? Vous allez le découvrir très rapidement. Bonjour, je suis Corinne Lannepabon de la chaîne Développe ton Zest. Je suis coach depuis plus de 20 ans pour les managers, leaders, dirigeants et leurs équipes. Alors oui, c'est vrai, j'adore les chiens, mais ça n'est pas la raison pour laquelle j'ai utilisé cette provocation « Le manager est-il un Saint-Bernard ?» J'ai utilisé cette provocation parce que j'ai rencontré bon nombre de managers très concernés par l'aide qu'ils souhaitent apporter à leurs collaborateurs et leurs collaboratrices et très concernés par ce besoin de se rendre utile, d'aider et de faire le maximum pour vraiment permettre le développement de responsabilité de leurs collaborateurs. Ce sont des belles qualités au service de l'autre, au service des autres, qui ne sont pas toujours d'ailleurs reconnues comme telles de la part des collaborateurs. Et entre autres, avec ce biais qui est peut-être quelquefois de passer la ligne, de franchir cette ligne entre l'aide et le sauvetage. Alors pourquoi je parle de ça ? Effectivement, je suis formée et certifiée en analyse transactionnelle dans le champ des organisations et c'est un sujet, quand nous choisissons de nous former et d'être coach, choix que j'ai fait il y a nombreuses années, c'est un choix qui doit être assorti de cette question de pourquoi souhaite-t-on venir en aide, être utile aux autres. Si cette question n'est pas vraiment approfondie, il se peut qu'elle soit parsemée de pièges dans lesquels certains managers sont embourbés. Alors je crois effectivement et je constate à quel point contribuer au développement des autres, collaborateurs, collègues, enfants, pourquoi pas, évidemment, nous sommes concernés quand c'est le cas dans notre environnement, va générer de la fierté, voilà, de la fierté partagée. Je constate beaucoup cette symétrie de relation de ce qu'il est possible d'apporter et ce qui est possible de recevoir. Et dans cette symétrie, il peut y avoir un piège entre le don et la dette. Voilà. Donc c'est vraiment de mettre en lumière ce qui peut faire basculer de l'un à l'autre. Ça va être le propos de ce podcast. Alors de quoi parle-t-on quand on parle du manager Saint-Bernard ? Je parle du manager qui va s'épuiser à essayer d'aider. Je parle aussi du manager qui va être un apporteur de solutions en permanence. Je parle aussi des managers qui ont cette incroyable énergie en permanence pour apporter du positif, qui vont tenter de montrer la part belle, la part en développement, la part aussi positive chez l'autre. Et je crois aussi à ces managers qui pensent que d'aider l'autre, ça passe par donner, ça passe par l'exemplarité, quasiment uniquement. Et là, il y a un écueil. La responsabilité est indissociable du pouvoir d'agir. Je ne peux pas être responsable si je n'ai pas le pouvoir d'agir. Et le pouvoir donc de décider et le pouvoir de demander. On verra dans ce podcast comment certaines situations sont complètement coincées dans une relation d'aide qui n'en est pas une et à quoi je dois faire attention quand je souhaite être dans cette stimulation positive de la responsabilisation, de l'autonomie pour l'autre et quels sont les repères comportementaux, parlons clairement, qui vont permettre vraiment d'être dans une aide responsabilisante.
Alors, évidemment, je conclurai avec quelques petits conseils ou éclairages si vous mettez à jour votre rôle de sauveur. Quelques petits conseils, voilà, qui vont continuer à vous faire grandir dans cette aide responsabilisante pour progressivement freiner ce sauveteur qui est en vous. Alors tout d'abord, j'avais parlé d'une relation qui pouvait ne pas être symétrique et je vais vous faire écouter un extrait de film, un film qui s'appelle Oui mais, qui est sorti en 2001 par Yves Lavandier. Alors il a suivi une thérapie, ce réalisateur, une thérapie en particulier en assistant actionnel. Donc ce film est truffé de petits épisodes, de jeux psychologiques, on y reviendra peut-être dans d'autres podcasts. Entre autres, donc Oui mais est un des jeux psychologiques. Et il est passionné par la psychologie humaine. Donc si ça vous tente, alors évidemment, 2001, c'est un petit peu passé, mais au niveau psychologie, c'est encore bien d'actualité. Alors, on va prendre appui sur ce passage entre deux collègues qui travaillent donc deux jardiniers. Et voilà comment ça démarre. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde... T'as pas de baby-sitter ? Les bonnes baby-sitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien, si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais s'en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander ? Je connais la réponse. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Voilà, cela vous fait peut-être penser de près ou de loin à certaines situations dont on ne sait pas pourquoi l'intention au départ était apparemment positive, était une volonté d'entraide, et ça part en houille. Alors, il y a peut-être des repères que vous avez observés à l'écoute, où vous vous êtes dit « Ah oui, d'accord, ah non mais là évidemment, alors évidemment quoi ?» Eh bien évidemment, nous allons aller dans les repères qui ont fait basculer de l'aide au sauvetage. Un premier repère, c'est la plainte. Alors ça, c'est très intéressant parce que le bon nombre de managers sont très accrochés par la plainte. Évidemment, vous connaissez tous cette maxime que certains ont vraiment édictée dans leur rôle de manager en disant « Attention, vous venez avec un problème ou une solution. » je me suis mal exprimé, un problème et une solution. Pour éviter cet effet de contamination négative de la plainte en se disant mais c'est pas possible, il faut s'en sortir, je suis pas là pour apporter que des solutions. Alors, on a démarré par ça dans la petite séquence. Quelle chance d'aller au cinéma. Es-tu naka où ça serait possible de. Il manque un ingrédient indispensable pour sortir de la relation de sauvetage et être dans l'aide, c'est la demande. Y a-t-il eu une demande d'aide ? Elle n'a pas été clairement verbalisée. Le collègue est resté dans cette plainte en attendant que l'autre propose des solutions. Et en attendant de proposer des solutions sans la demander, évidemment, ça serait aller dans encore plus de responsabilisation. Donc c'est pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est un premier piège. Messieurs et mesdames les managers et leaders, et même en hygiène de vie dans le quotidien, osez poser ces questions. Quand tu me parles de ça, est-ce que je souhaiterais t'aider ? Est-ce que tu es OK que je te propose ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? As-tu quelque chose à me demander ? Que veux-tu ? Est-ce que tu souhaites qu'on en parle ? Ça n'a pas l'air très simple. Est-ce que c'est un sujet sur lequel on peut aborder ou réfléchir ou regarder les choses ensemble ? En tout cas, trouvez votre formule qui laisse la responsabilité à l'autre
d'être dans une demande. Voilà, c'est une étape qui est intéressante, qui est importante. Y a-t-il une demande clairement formulée? Premier point qui vous fera passer de la plainte au sauvetage, à l'aide et à la démarche de responsabilisation. Deuxième élément très intéressant, c'est évidemment de quoi parle-t-on, c'est-à-dire quand on est dans une aide, il y a un minimum d'explicitation du cadre, du contenu, du temps. Qu'est-ce qui m'est demandé? Donc de pouvoir formuler explicitement de quoi parle-t-on et jusqu'à où on pourra aller ensemble, ou jusqu'où je peux t'aider, ou trouver des hypothèses de solutions, ou des propositions, ou des réflexions. Alors, c'est vrai que ce sujet-là, quand j'en parle aux managers, en coaching, j'entends souvent « Ah oui, mais alors, si on commence à hacher menu la demande d'aide, franchement, c'est pas très généreux et ça ressemble pas à quelque chose qui est utile ou aidant pour l'autre. » C'est vrai, on aimerait mieux être beaucoup plus généreux peut-être dans l'aide, quitte à être un peu trop idéaliste ou noyer la responsabilité, ou même encore pire, le point qu'on verra après, c'est noyer les compétences. C'est intéressant d'expliciter ce qui est attendu et dans quel format et pour combien de temps quand on aide quelqu'un. Parce qu'on part après dans des formes d'implicite ou de loyauté ou de se rendre un petit peu dans une habitude, un rituel qui a été fait en disant je l'ai toujours fait, je ne sais plus pourquoi je le fais, mais au départ je l'ai fait pour l'aider, puis finalement je ne me suis pas arrêtée. Et là on n'est plus dans de l'aide. Hein. Là on est vraiment clairement dans quelque chose qui est insidieux et qui est complètement... on va dire désaxé en termes de relations de responsabilité. On voit, moi j'ai dans les équipes certaines personnes qui sont restées à faire des choses qui ne sont pas de l'ordre fonction, mais qui continuent parce que ça n'a jamais été trop confronté ou explicité. Troisième élément, est-ce que dans l'aide, jusqu'où je vais, entre autres dans 50% du chemin? Alors on prend une promenade en montagne, voilà, alors pour des raisons personnelles, voilà, imaginons, on part ensemble, j'ai pas très bien dormi, je pars déjà un petit peu fatiguée, en déficit d'énergie, et très gentiment, vous me proposez, vous me dites, Corinne, t'as pas l'air en très grande forme, est-ce que tu veux que je te porte ton sac à dos? Je dis, ok, et après 3h30 de marche, vous avez toujours mon sac à dos. Et bien là, c'est un troisième point de l'aide, c'est éviter, ou si c'est possible en tout cas, de respecter cette forme de 50-50, c'est-à-dire je vais t'aider jusqu'à où? Et bien jusqu'à 50% du chemin, parce que tu as aussi ta contribution, ce qui fait que tu vas être fier d'avoir mené cette mission. Alors quelqu'un qui n'est pas totalement compétent dans la mission qu'on lui attribue, il a toujours la possibilité d'exercer sa compétence pour 40%, 50% du chemin ou sur certains domaines de compétences. Donc, établir ce 50-50, c'est vraiment une façon aussi de s'attribuer et d'aider les collaborateurs à se voir évoluer dans leurs capacités, leurs compétences et à ne pas leur voler cette attribution de réussite. Donc 50-50, pensez bien à ce sac à dos que vous aurez porté tout au long du chemin. Troisième repère, ai-je la compétence pour aider? Alors c'est quelque chose que je rencontre beaucoup sur les sujets psychologiques. Nous sommes coachs, donc oui, nous sommes formés, compétents au niveau de la psychologie humaine dans des tas de domaines. Mais il y a aussi des tas de domaines où nous ne sommes pas légitimes et pas compétents. Je pense par exemple à des interventions post-traumatiques, par exemple. On peut être là en première intention ou première relation d'aide, mais certainement pas dans un travail accompli par un psychologue au niveau clinique, par exemple, avec des expertises en EMDR ou des expertises spécifiques. Donc, ai-je la compétence ? Quand un collaborateur vient vous solliciter, posez-vous la question, suis-je le mieux placé pour ? Certainement, vous le faites déjà. Quelquefois, par envie d'aider, par rapidité,
vous vous dites, bon, je suis peut-être pas le plus compétent parce que cette manip, je l'ai pas faite depuis longtemps, ou voilà, au niveau réglementation, par exemple, les choses se sont peut-être actualisées, mais quand même, j'ai fait ce métier pendant X temps, donc, eh ben, je suis quelqu'un qui peut apporter une aide, mais pas la meilleure qui soit, et peut-être pas en termes de fonction ou d'expertise. Et à partir de là, vous allez créer des nœuds plus qu'en défaire. Donc cette question de ai-je la compétence pour aider, voire même ai-je la fonction et la responsabilité d'aider, vraiment une question qui permet de vraiment rester sur cette aide positive et constructive. Alors on en arrive à une question qui n'est pas très facile au niveau culturel, qui est la question de l'envie. Ai-je envie d'aider ? Alors vous allez me dire, je suis manager, j'ai pas le droit de me poser cette question, je dois aider mes collaborateurs quand ils sont dans la difficulté, d'autant si j'ai respecté les 3 points précédents. La personne vient me demander de l'aide, je suis compétent sur le sujet, je vais clarifier et respecter 50-50 au niveau du chemin, donc, alors si en plus il faut que j'ai envie, eh bien oui, pourquoi ? Parce que cette aide va avoir un coût caché à court terme, à moyen, à long terme, vous ne le savez pas. Mais quand vous n'avez vraiment pas envie, parce que ça fait déjà par exemple 4 fois que la personne vient vous solliciter sur un sujet sur lequel vous avez une mémoire, la réponse assez rapide, plutôt que d'aller chercher dans le fac ou aller chercher dans je ne sais où, eh bien elle préfère vous déranger. Et elle préfère avoir la rapidité, voire même peut-être même la sympathie d'avoir la relation avec vous au travers de ce point. Mais ce point, il n'a pas hautement de la valeur et en particulier, il vient vous déranger, vous faire peut-être perdre du temps, peut-être même vous n'avez pas envie parce que vous imaginez très justement peut-être que cette personne pourrait trouver par elle-même la réponse. Écoutez cette petite voix interne, écoutez-la. Elle est aussi là pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'être un manager Saint-Bernard, c'est-à-dire d'être toujours disponible pour l'autre et qu'il y a certains moments où ça n'est pas le moment, ça n'est pas le lieu, c'est une question qui n'a pas de valeur à être répondue par vous et vous ne souhaitez pas là tout de suite. Il y a sans doute d'autres options. Ça, c'est très intéressant parce qu'on arrive à la dernière partie du podcast sur d'où vous vient cette grande cape de Zorro que vous déployez certaines fois. Est-ce que c'est une grande cape qui prend racine dans votre enfance, avec des petits messages qu'il est bon d'aider l'autre, d'aider son prochain, comme on dit. Peut-être même vous avez été encouragé à aider frères, sœurs, peut-être même à l'école, peut-être même vos facilités de scolaire ou de parcours vous ont peut-être mis dans ce rôle-là. Sans doute vous avez eu de la reconnaissance dans ce rôle-là aussi, donc c'est une place positive et valorisante. Ça fait partie des questions intéressantes à observer. À quel moment vous avez ce réflexe de penser que parce que vous allez aider, l'autre va s'en sortir ? Est-ce que vous regardez vraiment les ressources de l'autre ou est-ce que vous regardez surtout la façon dont vous voulez que ça soit fait, à votre façon et pas de la façon dont certains collègues souhaiteraient développer ou trouver d'autres ressources ? Et dans cette relation de Saint-Bernard et de Sauveur, bien souvent, il y a une difficulté de demander soi-même de l'aide. Apporter de l'aide, la donner aux autres, sans limite, sans compter, c'est souvent quelque chose que je constate. Et vous ? À quel moment vous demandez de l'aide ? À quel moment vous exprimez précisément ce qui vous ferait du bien, ce dont vous avez besoin ? C'est aussi ça la symétrie des relations, même avec un collègue, un collaborateur. Ils ont eux aussi leur point de recul, leur façon de voir les choses,
peut-être pas avec la même antériorité ou expertise que vous, mais en tout cas avec aussi l'envie d'aider, sans doute. Donc donner l'occasion aux autres de vous venir en aide, c'est aussi une façon de sortir de ce rôle de sauveur. C'est un sujet que nous allons sans doute aborder sous la forme du triangle de Karpman à un autre moment. Mais je vous laisse déjà expérimenter ces différents points d'appui pour passer de l'aide, passer du sauvetage à l'aide. Et si vous avez en plus des témoignages, des demandes plus spécifiques, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à nous suivre sur LinkedIn. À très bientôt.